L'écho avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Stéphanie. Alors l'usine Bridgestone va-t-elle fermer à Béthune? C'est la grande question. La ministre de l'Industrie et la ministre du Travail ont fait le voyage dans le nord de la France aujourd'hui. Leur but, c'est de sauver les 863 emplois en gardant Bridgestone aux commandes si possible, mais rien n'est joué. L'industriel japonais reste sur sa position. La fermeture est selon lui la seule option. Regardez ce reportage de nos confrères de France 3. Le bras de fer commence entre Bridgestone et l'État. En visite sur place, les ministres du Travail et délégués à l'industrie mettent la pression sur l'entreprise japonaise. Nous ne voulons pas tomber dans la fatalité et nous résoudre à, cette décision qui appelle certainement une contre-expertise. Objectif affiché, éviter à tout prix la fermeture du site. Un accord de méthode a même été signé avec la direction. 5 mois de sursis pour trouver une solution. Les syndicats restent optimistes. Il y a quand même un petit espoir du fait qu'ils veulent quand même discuter. Ils auraient pu dire aujourd'hui, bon, c'est tout, la porte est fermée. Pourtant, dans un communiqué publié cet après-midi, Bridgestone persiste. L'usine ne sera pas sauvegardée. La cessation d'activité est la seule option. Une entreprise inflexible, une situation qui rappelle celle de l'usine Continental dans l'Oise. En mars 2009, plus de 1000 emplois menacés. Un accord de méthode est là aussi signé, mais après plusieurs semaines de lutte, la décision tombe. Usine fermée, plan de sauvegarde de l'emploi enclenché. Pour cet économiste, l'État peut cette fois tenter de peser davantage. Dans le secteur, les précédents ne sont pas très bons. On voit, il y a eu Goodyear, Continental, notamment. Alors dans un autre secteur, là c'était Ford, à Blanquefort aussi, qui s'est mal terminé. Mais là, on peut penser qu'il peut y avoir quand même des choses à envisager. L'État assure aujourd'hui avoir de nouveaux outils comme le chômage partiel pour permettre aux entreprises de tenir pendant la crise. Et le scandale a fait plonger le cours des grandes banques. Un scandale, bien sûr, dont vous allez nous parler, Myriam. Oui, c'est une enquête de presse qui révèle que 5 grandes banques ont recyclé des centaines de milliards d'euros, c'est ça dont on parle, d'argent sale pendant 20 ans. 1773 milliards pour être précise, issus donc du trafic de drogue, par exemple, de l'évasion fiscale, d'épargne détournée par des escrocs, qui ont transité sans encombre dans les plus grandes banques de la planète. Il a fallu que BuzzFeed, qui est donc un site d'information américain, mette la main sur ce rapport, destiné au départ aux autorités américaines de lutte contre le blanchiment. Les détails tout de suite avec Salomé Saké. Des documents bancaires ultra confidentiels révélés au grand jour. C'est le scandale FinCEN, où comment certaines des plus grandes banques mondiales auraient blanchi de l'argent issu d'activités criminelles en toute connaissance de cause et en ayant même parfois déjà été condamnées par la justice. Pour le prouver, 2500 fichiers bancaires minutieusement examinés par le consortium international des journalistes d'investigation. HSBC, JP Morgan Chase ou encore Standard Chartered, les montants d'argent sale sont astronomiques. Plus de 2000 milliards de dollars auraient transité entre 1999 et 2017 par les plus grandes institutions bancaires du monde. Parmi les principaux concernés, la Deutsche Bank, qui aurait blanchi 1600 milliards de dollars. Dans la tourmente, la banque allemande a pourtant assuré être vent debout contre le blanchiment d'argent. Haben wir auch sehr stark in diesen Bereich seit 2015 investiert. Damals hatten wir 500 Mitarbeiter im Anti-Geldwäsche-Bereich. Heute haben wir dort über 1500 Mitarbeiter. En théorie, les banques sont censées connaître l'identité physique de leurs clients, mais dans la moitié des dossiers examinés, elles ignoraient cet élément crucial, se contentant d'une simple recherche Google pour se renseigner. Les sommes proviendraient de la fraude fiscale, du crime de la drogue, du trafic d'armes et parfois même du terrorisme. Pour le site BuzzFeed, à l'origine des révélations, les réseaux par lesquels l'argent sale transite dans le monde sont devenus des artères vitales à l'économie mondiale. Une analyse appuyée par les chiffres, selon les Nations Unies, à peine 1% des 2400 milliards de dollars blanchis chaque année sont détectés par les autorités. Et c'est tout le secteur bancaire qui plonge à la bourse. Oui, il n'y a pas qu'HSBC qui notamment est cité dans cette enquête ce soir qui plonge très fort. Il y a aussi JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, on ne va pas tous les citer. Et ajouté à ça, il y a le rebond de l'épidémie en Europe qui inquiète, les tensions politiques aux États-Unis autour de l'élection d'un nouveau juge à la Cour suprême. Et vous le voyez, les marchés voient vraiment, vraiment rouge ce soir. Paris a terminé sur une baisse de moins 3,74%, moins 3,38%
-3,6%. À Londres, Francfort a perdu 4,37%, moins 3,75% à Milan. Et puis à Wall Street, c'est dans le même ordre d'idées, avec un Dow Jones qui recule actuellement de 2,56%, moins 2,02% pour le S&P 500 et moins 1,11% pour le Nasdaq à une heure de la fermeture. Et un avion propre, c'est pour dans moins de 15 ans. Dit Airbus, on verra, c'est en tout cas la feuille de route de l'avionneur européen qui veut miser sur l'hydrogène parce qu'il estime que c'est plus faisable et moins polluant qu'un avion électrique. Alors il estime qu'un moyen courrier équivalent à l'actuel A320 pourrait effectivement voler en 2035, dans 15 ans, avec commercialisation dès 2028. L'hydrogène, donc je vous l'ai dit plutôt que l'électrique, parce qu'il n'y a pas de batterie à recycler. Alors est-ce que cet avion propre sera plus cher pour les voyageurs de demain? Écoutez. L'évolution du prix du billet d'avion entre maintenant et 2035 est assez difficile à prédire. Ce qui est sûr, c'est que notre défi, c'est de faire un avion qui soit vert et économique. Donc il n'y aura pas d'avion vert si c'est un avion de millionnaire. Le reste de l'actualité économique en bref et en images. Avec d'abord ces pertes, 500 millions d'euros par mois, perte de Lufthansa qui ne se remet manifestement pas de l'épidémie de Covid. La compagnie allemande annonce des licenciements supplémentaires, probablement 5000 postes qui vont s'ajouter au plan social géant de 22 000 emplois. Il n'y a plus de chauffeur chez Nikola, la start-up qui promet des camions propres, électriques ou hydrogène. Son patron a démissionné, le titre est en chute libre. Motif, l'entreprise a menti sur ses avancées technologiques. Une vidéo en particulier montre un prototype qui a manifestement été tracté au sommet d'une colline et la dévale, sans l'aide d'aucun moteur en réalité. Le gendarme de la bourse américaine a déclenché une enquête. L'économie américaine n'a pas besoin d'autres plans de relance. C'est un conseiller de Donald Trump qui le dit. Républicains et démocrates tentent depuis 2 mois bientôt de se mettre d'accord sur de nouvelles aides. Pourtant, les allocations chômage, les chèques versés aux ménages, les prêts aux entreprises débloqués après le confinement vont bientôt se tarir ou s'arrêter. Pour l'instant, l'État a engagé 2 700 milliards de dollars pour soutenir ou relancer l'activité. Et puis les GAFAM dans le viseur de la Commission européenne. Bruxelles veut mieux contrôler ces géants numériques et prépare une nouvelle législation. Dans le futur arsenal, la possibilité de les exclure du marché commun, sans compter évidemment la taxe GAFA sur leur chiffre d'affaires. Le commissaire européen Thierry Breton parle d'une proposition de directive d'ici la fin de l'année, et ce, dans les colonnes du Financial Times. Merci Myriam et merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 5 petites minutes.